Il y a quelque temps, je me suis rappelé la première fois que j'avais été en relation avec les loups. C'était mes parents qui m'avaient amené, je pense que j'avais 5 ans à l'époque, qui m'avaient amené au zoo de Vincennes à Paris. Et là, des loups vivaient dans une cage avec un sol en béton et tournaient en rond. Ils tournaient sans s'arrêter. J'avais été absolument fasciné de voir ces loups qui évitaient tout contact finalement avec l'humain. Par contre, je me rappelle très précisément qu'un des loups s'était arrêté, était monté sur sa niche et m'avait regardé dans les yeux. Et j'avais été absolument transpercé par le regard de ce regard jaune. Et je pense que c'était un événement très très marquant de ma jeune enfance qui fait qu'aujourd'hui encore, je suis profondément connecté au monde du loup. J'ai donc entendu parler de cette sous-espèce du grand loup gris américain qui est le loup côtier, qui vit véritablement là où on ne s'attendrait pas à le voir, c'est-à-dire au bord de l'océan Pacifique, avec ses frères les aigles, ses frères les ours noirs et les autres grands pêcheurs de saumon que sont les ours bruns côtiers ou autres grizzlies. Et donc il nous est venu tout naturellement à l'idée d'aller rencontrer un jour aussi dans ces territoires sauvages de l'océan Pacifique le fameux loup côtier américain. Cela fait 10 ans que je connais Arnaud et Marie, et me voilà embarqué encore une fois, caméra au point, pour une aventure certainement pleine d'imprévus. C'est beau ça. Oh là là. Sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, nous allons explorer les fjords et les forêts pluviales à la recherche du loup côtier. Nous établirons notre premier campement à côté de Telegraph Cove. C'est un endroit qui est très fréquenté par les mammifères marins, les ours et nous espérons aussi par les loups. Après plusieurs jours de recherche, nous rencontrons nos premiers grizzlies. Cette mère ours et ses 2 oursons âgés de quelques mois. À marée basse, comme les loups côtiers, ils se nourrissent des produits de la mer, crustacés, coquillages ou petits invertébrés. Mais comme tous les ours, ils raffolent aussi de baies qui poussent en abondance dans ces forêts humides. Ces ours, comme des dizaines d'espèces animales, dépendent entièrement du saumon. Ce poisson, qui revient chaque année pour se reproduire, est la clé de voûte de ces écosystèmes. Malheureusement, 75% de la ressource a disparu en 20 ans. Cette catastrophe écologique, en partie due à la surpêche, met en péril tout un écosystème et les animaux qui le composent. Un peu plus loin, nous croisons le chemin de ce jeune ours, à peine émancipé, qui cherche lui aussi son repas en bord de mer. Contrairement à des idées reçues, les petits drones n'effraient pas toujours les animaux. Pour certains, ils sont beaucoup moins stressants qu'une approche en bateau. Escotte encore. Donc nous sommes juste, David et moi, ce matin, à nous être levés. Et on a eu la grosse récompense. Arnaud a photographié des centaines de baleines, mais à chaque fois, c'est comme la première fois, son émotion est intacte. Émotion encore quand nous suivons cette famille d'orques à la poursuite de marsouins. Au début, nous croyons à une chasse, mais en fait c'est un jeu, car ici, les orques ne mangent que des saumons.
Pendant plus de 2 semaines, nous avons exploré des îles, des plages, des criques, à la recherche de traces du loup côtier. Malheureusement, sans aucun résultat. Nous devons changer notre fusil d'épaule et chercher ailleurs. Un ami d'Arnaud qui vit sur place nous conseille d'aller explorer la côte ouest de l'île. Nous arrivons à Tofino pour faire quelques courses et commencer de nouvelles explorations. Les roues avant, elles sont toutes sur le dur là. Ouais, les roues avant sont sur le dur. Je fais du stop. Stop. Bon, qui arrive tout seul. En faisant la mise à l'eau, on est tombé sur un bel ours noir dans les bois au bord de la route. Donc on espère en retrouver là, c'est la marée basse. Donc j'étais déjà venu il y a quelques années ici et il y a des ours qui viennent manger les coquillages, les crustacés en bord de mer, comme ça on est dans un fjord magnifique là dans les brumes. Voilà, des loups sont régulièrement aperçus dans la région aussi là. Donc on ne sait jamais, là. De toute façon on scrute tout pour trouver du loup côtier. Le loup côtier c'est quand même notre objectif principal, c'est le rêve. Donc on va voir si on arrive à le trouver, surtout dans ces ambiances là. Allez, je vais faire demi-tour. À défaut de loup, nous croisons cette femelle ours noir et ses 2 oursons. Exactement comme les grizzlies de la côte est de l'île de Vancouver, ces ours noirs mangent des crustacés et d'autres petits animaux marins. Sans raison apparente, la femelle s'en va avec sa progéniture. Peu de temps après, nous comprendrons pourquoi. Un gros mâle est arrivé sur la plage, et c'est pour ça qu'elle a emmené ses oursons loin de lui. Alors que nous accostons sur une île, comme un signe, une baleine à bosse nous accueille. C'est sur cette île que nous découvrons pour la première fois des empreintes de loup. Il nous aura fallu 3 semaines pour trouver enfin la trace de cet animal mythique. Rapidement, nous organisons un bivouac qui va durer plusieurs jours pour tenter de l'apercevoir et évidemment de le filmer. Engagez-vous, engagez-vous. Mais c'est trop lourd, là, t'as pris l'autre sac. Diane, tu vas te casser le dos. C'est l'effervescence et tout le monde est excité à l'idée de cette rencontre. Mais rien n'est encore gagné. Pour l'instant, nous n'avons vu que des traces. Il est passé là. Hop, 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 hop. Ils sont là tous les matins et tous les soirs. C'est trop excitant. Afin d'être au plus près de la nature et des loups, Arnaud, Marie et moi-même décidons de dormir hors des tentes, sous des bâches. Je sens que ça va glisser toute la nuit, ce truc-là. Ah ouais, peut-être.
Je sens que ça va me plaire. Le matelas dans la tente. C'est ce qui s'appelle cuisine avec vue. David, il a pas l'air de vouloir dormir dans Le la tente. paradis de l'aménageur Ah, de pour le plus de moment, 50 ans. Ce soir, à 2 endroits de l'île, nous avons tenté des affûts afin d'essayer d'apercevoir le loup. Mais malheureusement, il n'a pas pointé le bout de son museau. J'ai l'impression que l'autre était plus. Le jour venu, comme des Darwin en herbe, nous nous lançons dans l'exploration de cette île. À cette occasion, je découvre de nombreuses espèces animales et végétales inconnues pour moi en Europe. Pendant que les phoques s'amusent et se font des bisous, pendant que la loutre espiègle fait la planche, et pendant que le saumon curieux saute hors de l'eau, les loups font la sieste. Le monde des loups, pendant mon adolescence, je n'ai pas pu le rencontrer autrement que par la littérature ou par des films comme Never Cry Wolf, Un homme parmi les loups, je vous le recommande à tous. Et bien sûr par les livres de Jack London, qui ont profondément influencé mon imaginaire et puis aussi mes choix de vie très concrètement. Il s'agit bien sûr de Cro-Blanc et puis surtout de L'Appel de la forêt. J'ai relu ça à mes 24 ans. Depuis ce jour-là, j'ai toujours rêvé de pouvoir rencontrer des loups. Les loups, hélas, à l'état sauvage, libre et sauvage, avaient totalement disparu du territoire français. Dans ma jeunesse, il n'y avait que les livres pour pouvoir envisager un contact, une connaissance de cet animal. La manière dont Jack London a profondément influencé mon existence s'est traduit par mes choix professionnels, vivre dans le Grand Nord comme guide arctique avec mes attelages de traîneau à chien. Et donc je suis devenu musher professionnel pendant 30 ans. J'ai écumé les taïgas, les lacs gelés, les marais gelés du Grand Nord de la Scandinavie, mais aussi de l'Europe de l'Est et puis de nos massifs montagneux, avec mes loups à moi, mes loups domestiques, mes chiens de traîneau qui ressemblaient tellement à leurs frères et leurs ancêtres, les loups.
C'est une petite femelle de cerf mulet. C'est incroyable, ils viennent sur des îles comme ça à la nage. Et ils n'ont absolument aucun prédateur, ni les ours, ni les loups. Et du coup, voilà, il est en complète confiance là. Après cette rencontre de proximité avec ce petit cervidé, la nature nous offre un nouveau cadeau. Un couple de pigargues à tête blanche, emblème des États-Unis d'Amérique, nous présente ces deux aiglons. Aussi appelés aigles pêcheurs, ces pigargues se nourrissent de poissons, vivants ou morts. Le clou du spectacle sera cette baleine à bosse qui danse à la surface de l'eau au coucher du soleil. Encore une fois, nos affûts de la soirée n'ont pas été concluants. Et à part des empreintes de loup, nous n'avons toujours rien vu. J'ai pas dormi la nuit, j'ai passé vraiment une nuit très difficile. J'espère vraiment que mon rêve va se réaliser. Allez, on croise les doigts. La chance de voir un loup en pleine journée étant très mince, je pars avec Duhan, le fils d'Arnaud, pour filmer les oiseaux limicoles qui se nourrissent le long de la plage. Comme tous les limicoles, ils mangent des petits invertébrés qui vivent dans la vase ou dans le sable. Beaucoup de ces espèces ne se rencontrent pas en Europe, mais couramment en Amérique du Nord. Quand j'ai voulu me renseigner sur les possibilités de rencontrer cet animal, de suite on m'a expliqué, des amis photographes qui avaient eu la chance de le rencontrer, mais un petit peu aussi les guides locaux, que c'était un animal quand même très rare et difficile à rencontrer. Et donc il allait falloir passer du temps, explorer pas mal de territoires pour pouvoir avoir la chance de le rencontrer, de le filmer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fallu que nous passions des jours, des semaines cet été en fait sur l'île de Vancouver pour pouvoir avoir enfin notre première rencontre avec le désormais légendaire loup côtier. À 100 mètres de notre bivouac, nous découvrons une carcasse de phoque que la marée nous a amenée sur un plateau. C'est grâce à cette carcasse que notre rencontre avec le loup côtier va enfin avoir lieu.
Vers 6 heures du matin, discret et méfiant, il apparaît. Il nous aura fallu 1 mois de recherche pour le voir, mais c'est souvent le prix à payer pour observer un animal sauvage. Arnaud nous rappelle que cette quête et ce goût d'aventure ont une saveur inimitable. J'avais aussi appris que ces loups, finalement, étaient, de par le biotope, l'environnement dans lequel ils évoluaient, un environnement isolé et séparé du reste du continent peuplé par les humains, étaient plutôt assez curieux de nature et circonspects certainement vis-à-vis de l'être humain, mais pas non plus totalement effarouchés. Et donc ça a forcément excité ma curiosité de photographe, mon intérêt pour l'animal, en me disant que peut-être j'allais avoir cette rencontre, cette proximité, peut-être pas loin de mon bivouac, pas loin de notre propre camp, ou au détour d'une randonnée sur une plage ou dans la forêt primaire de l'océan Pacifique. Tout ça a fait que nous avons organisé notre été 2024 autour de cette rencontre-là, en plus bien sûr des autres auxquels nous nous attendions, tout ce qui fait l'immense beauté du territoire de l'Ouest Pacifique américain. Moi je filme, vas-y photographie. Fais les photos quand il tire sur la carcasse. Là maintenant là. Tu vas pouvoir faire la mise au point dessus. Oui non mais je mise au point sur le loup. Sur le loup. Ouais. Mais c'est très joli ça généralement. C'est très recherché. Ça a été une récompense extraordinaire, juste à côté de notre bivouac, puisqu'avec mon fils, nous sommes là, juste à proximité enfin d'un loup qui a surgi de la forêt et qui est venu s'approcher d'une carcasse de phoque. On a passé 45 minutes ensemble, mon fils et moi, à pouvoir admirer, observer et bien sûr photographier cet animal qui était curieux sans être totalement farouche. Je pense qu'il savait très bien qu'on était là, il sentait notre présence, il voyait les tentes, mais il a quand même décidé de partager un petit peu de son temps avec nous.